notez ceci. Un pays ne va s'endetter que quand la trésorerie du pays pose un problème. C'est-à-dire, vous dépensez plus que vous ne produisez. C'est-à-dire, vos besoins sont supérieurs à la liquidité que vous avez comme argent. Et Ouattara a mis un poids financier sur la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne peut pas supporter. Donc, soit vous maintenez cette relation commerciale avec l'AES et vous gagnez, soit vous bricolez cette relation avec l'AES, il y a un déficit et vous êtes obligé d'aller vous financer sur le marché international. Et c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Salut à toi, Mohamed Maïga. Alors, merci beaucoup, Ousmane Salgo. Puisque nous, ils nous ont fait pas là, il y a un déficit qui est là. Nous aussi, on a dit d'accord, on prend nos distances. Maintenant, l'argent qui devait rentrer chez eux, nous, on a commencé à distribuer ça avec d'autres pays. Et maintenant, eux, ils ont besoin de cet argent. Alors, comme ils ont fait parler avec nous, ils ne peuvent pas avoir cet argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouattara demande à Kabaniale de monter des dossiers pour aller endetter la Côte d'Ivoire sur le marché, que ce soit le marché de l'UMOA, que ce soit le marché de l'Union européenne ou auprès d'autres institutions financières internationales. Voilà comment la Côte d'Ivoire avait un endettement surnaturel. Un endettement surnaturel. Parce que nous étions là et le vieillard idiot, le dictateur sans foi ni loi, n'a pas compris. Ils ont cru que nous, dans nos pays, il n'y a pas suffisamment d'hommes intelligibles pour comprendre le mécanisme de ce que nous appelons les relations commerciales entre les États. Et nous l'avons très bien compris. On a dit à nos présidents, cherchez ailleurs pour faire entrer les produits chez nous. Laissez la Côte d'Ivoire, laissez le Sénégal. Macky a maquillé les chiffres. La Côte d'Ivoire aussi a maquillé les chiffres. Mais comme Macky n'est plus président, on vient de découvrir pour lui. Mais comme Alassane est toujours président, on n'a pas encore découvert ce que Ouattara a fait. Donc, ils sont obligés d'aller s'endetter ailleurs. Parce que nous, notre argent ne va plus là-bas. Évidemment, il y a certains Maliens, il y a certains importateurs, il y a certains commerçants qui continuent d'aller en Côte d'Ivoire. Ça, leur problème, nous, ça ne nous regarde pas. Mais nous, on a demandé à beaucoup de nos transitaires de chercher ailleurs. Et c'est ce qu'ils font. Et le Togo a compris. Parce que le Togo a vu la manne financière que la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays jalousaient la Côte d'Ivoire à cause de l'argent du Mali et du Burkina qui entrait au niveau du trésor. Beaucoup jalousaient la Côte d'Ivoire à cause de cette manne qui entrait. Cet argent balèze qu'on donnait. Mais nous ont traités de pauvres. On est d'accord, on a pris notre argent sale de pauvres et puis on allait ailleurs. Maintenant, ils sont obligés de s'endetter. Ça, vous croyez que nous, on ne va pas comprendre ça? Vous croyez que ça, là, nous, on ne va pas savoir? Vous croyez que ça, on ne va pas expliquer? Alors, donc, je le répète, l'endettement massif de la Côte d'Ivoire à 1. Et ça ne comprend pas 1, là, c'est quoi? Mali, Burkina, on est à l'origine. Il y a un seul point commun. 2 pays, Mali, Burkina. Notre argent, là, on a pris pour aller ailleurs. Alors donc, Ouattara se trouve face à un dilemme. Mais, ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, ne vous en faites pas, on est bien avancé, parce que si je commence à faire passer les bandes audio, les vidéos, sans que je plante le décor ici, vous allez comprendre, mais partiellement, ce que je veux, l'essence réelle de mon intervention. Vous allez comprendre partiellement.
C'est pourquoi je plante d'abord le décor. Et quand vous allez écouter, et quand je commence à finir, vous allez avoir une compréhension beaucoup plus élargie. Donc, je répète encore ce que j'ai dit. Ouattara n'a plus l'argent. L'endettement exponentiel, la dette a cassé le plafond. Mais il dit, il est encore dans il dit que l'UMOA lui a donné 70% du PIB. Lui, il n'est que entre 30 et 40% du PIB. Mais l'idiot qui dit qu'il a fait des études d'économie et qu'il a un PhD, il n'a pas compris que quand on parle de PIB, c'est la production nationale. Mais ce qu'il oublie, il confond tout. La Côte d'Ivoire n'a pas un tissu industriel qui permet de financer sa dette. La Côte d'Ivoire est agricole. Aujourd'hui, le Burkina est en train d'avoir plus. Pourquoi nous achetons les produits ivoiriens? Là aussi, je vais faire une petite parenthèse encore. Pourquoi nous achetons les produits ivoiriens? Pour la simple raison que les entreprises au sein du Mali, au sein du Niger et du Burkina, volontairement ont été laissées à l'abandon pour que nous puissions payer avec la Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y a pas une école où vous allez vous asseoir, on va vous enseigner ça. C'est ici, vous venez vous asseoir et puis vous prenez ça cadeau. Ils ont fait exprès pour laisser nos entreprises aller à la ruine, pour que nous achetions nos besoins avec la Côte d'Ivoire. Et nous l'avons tellement si bien compris que le Burkina est en train de faire renaître les entreprises. Mais ces entreprises, ce n'est pas pour le Burkina seulement. Attention, le Burkina est d'abord satisfaire le marché national, le marché local. Et ensuite, vendre le surplus au Niger et au Mali. Alors, si on rentre dans ce cirque, qui est perdant? La Côte d'Ivoire. Qui perd le marché? La Côte d'Ivoire. Parce que les faveurs du Burkina ne seront pas les mêmes faveurs avec la Côte d'Ivoire. Donc, le Burkina n'ira pas vendre en Côte d'Ivoire. Tant que nos produits burkinabés sur le territoire malien et nigérien ne sont pas écoulés, on ne va pas permettre, même si c'est CDA, on ne va pas permettre. Vous êtes vraiment souvent, vous êtes rigolo. Je parle des opérateurs économiques, je parle des commerçants, je parle des industriels. Moi, je les regarde, ils se plaignent tous les jours. Le Burkina ne se plaint pas tous les jours. Il se plaint, mais pendant qu'il se plaint, le Burkina avance. Et le capitaine a compris. Non seulement la construction de ces entreprises va créer la richesse pour le pays, pour le développement du pays, mais mieux, les jeunes gens vont trouver du travail. Et désormais, c'est le Burkina qui va nous servir. Et les gens n'ont pas compris. Ils veulent toujours attaquer Assimi Goïta. C'est Assimi Goïta qui doit faire. C'est Assimi Goïta qui doit faire ceci. C'est Assimi Goïta qui doit faire cela. Mais Assimi Goïta, c'est vrai, même si on dit que nous sommes en train d'appliquer le capitalisme d'État, Assimi Goïta ne va pas travailler pour quelqu'un. Vous n'avez qu'à regarder le Burkina. Je l'ai dit la dernière fois. Le Burkina va produire son blé. Et quand il va produire son blé, il va transformer sa farine. Le surplus sera vendu au Mali et au Niger. Et vous croyez qu'on va laisser le blé du Burkina qui fait 5 000 francs peut-être les 50 kilos et puis acheter un blé à 17 000, 18 000 ici au Mali? Vous croyez que les gens vont le faire? Ils ne le feront jamais. C'est quand le blé du Burkina sera peut-être épuisé que les gens vont acheter le blé du Mali produit ici. Mais Assimi aussi ne va jamais bloquer le blé du Mali. Pourquoi Assimi va bloquer le blé du Mali? Assimi, pourquoi il va bloquer le blé du Burkina? Pourquoi il va le faire? Pourquoi Assimi ne va jamais bloquer le blé du Burkina? Jamais. Assimi ne bloquera jamais le blé du Burkina. La farine de blé du Burkina. Pourquoi il va le faire? Pourquoi il va le faire? Mais le Burkina a mieux compris que le Mali. L'entrepreneur burkinabé a mieux compris que l'entrepreneur malien. L'industriel, l'opérateur économique burkinabé, ils ont mieux compris.
Et le capitaine est à côté de son peuple parce que le peuple a compris et il accompagne le peuple. Nous développons ça pour dire aux uns et aux autres que l'AES est au travail. Pourquoi aujourd'hui, j'ai pas encore fini, pourquoi le Burkina aujourd'hui est plus le centre, le focus? Parce qu'il y a une révolution industrielle qui est en marche. Il y a une révolution du développement qui est en marche. Il y a le peuple aujourd'hui, moi j'ai regardé le documentaire la dernière fois, j'étais étonné. Le documentaire, toutes les voies du Burkina, les rues, ce sont les pavés et les goudrons. Et vous savez quoi? L'État n'est même pas en train d'investir dedans. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de financer la construction des voies à Ouagadougou aujourd'hui. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de financer. Mais quand j'ai regardé ça ici, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait au Mali? On insulte papa, maman d'Assimi Goïta. On insulte papa et maman de ceux qui soutiennent Assimi Goïta. Pendant ce temps, c'est affaire des partis politiques. Ce sont des avocats qui veulent nous distraire avec les plaintes par-ci, les plaintes par-là. Pendant ce temps, le peuple burkinabé, tous se sont retroussés les manches et puis ils sont en train de construire le Burkina. Dans 5 ans, vous n'allez pas reconnaître le Burkina, je vous en prie. Dans 5 ans, beaucoup d'Africains vont laisser Dubaï pour venir ici. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi le Burkina est devenu leur obsession. Au regard de ce qui est en train d'être fait, le Burkina est devenu leur obsession. Comment arrêter la machine? Comment arrêter Ibrahim? Parce que s'il le réussit, l'AES, c'est l'AES. Donc, ce qui est intéressant ici, ça c'est fondamental pour nous. C'est fondamental pour nous. Et nous disons infiniment merci au capitaine pour cette prise de conscience collective du peuple burkinabé. C'est parce que le peuple a vu en son président un président engagé, un président déterminé, que le peuple accepte à son tour de retrousser les manches pour l'accompagner. Je suis tombé sur une intervention du président Ahmed Sékou Touré qui a dit un pouvoir qui ne maîtrise pas sa communication est sujet à multiples tentatives de déstabilisation. Et nous avons compris l'essence de la communication dans la révolution guinéenne. Quand je suis tombé sur ça, j'ai dit waouh. Donc c'est pas pour rien que chaque fois je parlais communication. Je remercie Dieu. J'espère que les gens tireront les leçons. On va continuer avec ceci, la Côte d'Ivoire. Maintenant, on vient à ce niveau. Il y a plein de petits bâtards qui étaient en train d'insulter. Je les ai dégagés sans faire de bruit. C'est pas ça? Voilà, c'est comme ça, ce sera. Bon, nous, on continue. Alors, ici, on va revenir ici. Écoutons ça. Vous allez savoir une chose dessus. Écoutons. Une conférence de presse conjointe de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et la Fondation. Alors, vous allez écouter ceci, je vous en prie. C'est Maître Boka, Sako, pardon, Maître Sako, c'est ça, oui. Bon, on va l'écouter. Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, s'est tenue ce mardi 27 mai 2025 au siège de la PECSI. Cette conférence de presse était l'occasion pour Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, et Ebran Yao Rémy, président du conseil d'administration de la PECSI, de mettre en lumière les saisines de l'ONU et de l'Union européenne relatives au processus électoral de 2025 en Côte d'Ivoire à travers 4 points. 1. Pourquoi la FIDOP et la PECSI ont saisi l'ONU et l'Union européenne? 2. Pourquoi la PECSI et la FIDOP sont... Donc,
l'Union européenne et l'ONU ont été saisies. Ce sont les mêmes institutions qui, en 2010, ont mis la main dans la poche pour organiser les élections. Et ce sont les mêmes organisations qui ont soutenu, malgré la vérité, que Ouattara avait gagné alors qu'il n'avait jamais gagné les élections. Donc, l'isolement de Ouattara a commencé. Les gens peuvent ne pas comprendre. Les gens peuvent ne pas dire. Il y a un système dans la gestion politique que je vais vous démontrer simplement. 1. Le fait que les gens saisissent des institutions internationales. Au RHDP, on s'en fout. Oui, ce sont les idiots qui vont dire qu'ils s'en fichent. Allez-y demander à Charles Taylor où il est aujourd'hui. Il y a une raison. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Ouattara, ce criminel sans foi ni loi, ce vilain petit monsieur, ce manipulateur corrompu, ce voleur assassin, cet indigne fils d'Afrique, parce qu'il n'est ni burkinabé, ni ivoirien. On ne sait pas ce qu'il est. En saisissant les Nations Unies et l'Union européenne, que les idiots comprennent un seul message. Ce n'est pas que les Nations Unies vont empêcher Ouattara de voler les élections encore. Ce n'est pas que l'Union européenne va obliger Ouattara à mettre le nom de Gbagbo Soro sur la liste. Non. C'est pour que ces institutions soient informées de ce que Ouattara est sur le point de faire. Si jamais ça pète, il y a des morts d'hommes. Hey, Ouattara n'est pas Robert Mugabe. Il n'est pas Paul Kagame. Il n'est pas Museveni. Si ça pète en Côte d'Ivoire, t'as roté Ouattara là. Le Ouattara. On fait exprès pour que ces organisations braquent leurs projecteurs sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour que Ouattara soit tenu demain responsable. Lui qui ne peut pas faire un mois sans sortir de la Côte d'Ivoire, voilà, s'il fait une bêtise, et puis mandat d'arrêt lancé contre lui, Ouattara va mourir encore. Mais il ne pourra pas sortir. Et les idiots du RHDP ne comprennent pas ça. Venez chez moi, je vais vous enseigner. Idiots que vous êtes. Vous ne comprenez pas que nous sommes en train de tendre des pièges un peu partout. Ouattara ne peut pas faire un mois sans sortir de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez le pousser à commettre des crimes? Bravo à vous. On va écouter. Pose un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. 3. La nécessité de la révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. 4. L'importance d'un consensus minimum sur les conditions d'organisation du prochain scrutin présidentiel. Considérant que, depuis l'élection présidentielle qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en 2010, qui fut qualifiée d'élection de sortie de crise, la communauté internationale s'est mobilisée et s'est impliquée activement dans le processus électoral ivoirien. Non seulement avec un accord financier très important de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, avec les déploiements de dizaines d'observateurs internationaux, et surtout avec la désignation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en tant que certificateur de l'élection présidentielle de 2010. Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne, que M. Alassane Ouattara, alors reconnu à l'international comme le président élu à l'issue du scrutin de 2010, a pu accéder effectivement au pouvoir d'État dès le 11 avril 2011, convaincu que dans la phase de reconstruction post-électorale de la Côte d'Ivoire de 2010 à ce jour, ces deux grandes institutions internationales ont toujours accompagné
le président Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs, par les financements de divers programmes, nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PEX, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, et qui est ici représenté par son président du conseil d'administration, M. Gebrek Yao Rémy, et la FIDO, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, représentée par son fondateur et président d'honneur, Dr Boga, demandons à l'ONU, en tant que garante de la paix dans le monde, mais aussi et surtout à l'Union européenne, qui semble avoir un parti pris en faveur du pouvoir d'Abidjan, de se préoccuper avec nous des populations ivoiriennes, des sérieuses menaces qui planent à nouveau sur la paix en Côte d'Ivoire et qui angoissent toutes les populations vivant dans ce pays. Nous leur demandons de s'impliquer du fait d'une crise préélectorale qui est née de la radiation des principaux leaders politiques de l'opposition de la liste électorale, en l'occurrence M. Cheikh Tidiane Dia, subissant désormais le même sort que M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Guinée et M. Guillaume Tibafori Sow. Il vaut mieux, selon nous, agir maintenant pour prévenir plutôt que de prétendre guérir demain. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PEX, et la FIDO, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, prenant pour témoins les communautés nationales et internationales. Nous rappelons qu'avant l'adoption de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, écoutons bien, le président Alassane Ouattara et ses proches collaborateurs avaient assuré le peuple ivoirien de ce que le vote de cette nouvelle Constitution ouvrant la Troisième République et consacrant également les 2 mandats présidentiels ne permettrait aucunement au président sortant de candidater pour un 3e mandat présidentiel. Voilà. Nous rappelons également que le 5 mars 2020, devant le Congrès, le président Ouattara avait pris l'engagement devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, tout entier, de ne plus briguer un autre mandat. Et il avait donc, suite à cela, désigné son candidat à la présidentielle de 2020, à la personne de l'ex-premier ministre Père son âme, Ron Coulibaly. Alors, voilà ce qui pour nous, je répète encore, est une menace grave concernant la stabilité politique, parce que créer une instabilité en Côte d'Ivoire, tout de suite, le bouc émissaire sera trouvé. Vous êtes sur les réseaux, vous entendez les gens parler. Je répète, créer une instabilité en Côte d'Ivoire, tout de suite, le bouc émissaire est trouvé. Et l'Union européenne, qui a une haine viscérale vis-à-vis de l'Iran, la Chine, la Russie, qui sont des partenaires stratégiques de nos 3 États. Alassane Ouattara, alors, se propose d'être le dernier rempart de l'influence russe et chinoise en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique. Donc, se porter garant de mener ce combat au nom de l'Union européenne sans impliquer l'Union européenne, vous croyez que cette Union européenne va intervenir et dire à Ouattara de mettre Gbagbo? Surtout lorsqu'on dit à cette Union européenne, Gbagbo, ce sera la Russie et la Chine. Soro, ce sera la Russie et la Chine.
Tidjane Thiam, ce sera la Russie. Alors, déjà, des faux documents, ce que les Ivoiriens ignorent. Et il semble que Alassane Ouattara a bien verrouillé autour de lui, donc les hiboux de Chris Yapi n'arrivent plus à intercepter quoi que ce soit. Sinon ça, c'est une information que Chris Yapi devrait avoir. Si moi j'ai ça, lui doit avoir. Ouattara a déjà envoyé des documents, des lettres aux dirigeants de l'Union européenne et à l'Union européenne à Bruxelles pour leur dire qu'il est le seul rempart entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et les intérêts de l'Union européenne dans la sous-région et en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pensez que cette Union européenne va faire? Voilà la réalité. Alors,